des années. Des années aussi longues à vivre pour Héraclès qu'a été le temps entre chaque épisode pour vous. Je suis désolée, mais là où Héraclès c'était juste de la difficulté pure et dure, moi c'était du manque de motivation tout simplement. Car tout comme Héraclès, on a tous nos problèmes perso, ok? Merci d'avoir attendu, bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée. Après le lion de Némée, l'hydre de Lerne, la biche de Sérigny, le sanglier d'Érymonte, les étables d'Augias et les oiseaux du lac Stymphale, on continue à suivre Héraclès dans toutes ces galères. Alors installez-vous confortablement et servez-vous un verre parce que là, ça va repartir sec. Mais pas trop, parce que avant d'accompagner Héraclès jusqu'en Crète pour voir son fameux taureau, et si on faisait une halte chez l'oracle d'Apollon ? Et non, je vous parle pas de faire un crochet jusqu'à Delphes, mais de vous ressourcer dans une boutique ésotérique et artisanale française, helléniste ce qui nous concerne, mais pas que. Il s'agit d'un sanctuaire dédié aux dieux de l'Olympe, et d'ailleurs, on y trouve des bijoux artisanaux, des encens, des statues, des rituels, de la lithothérapie et même des séances de divination créées pour honorer les divinités et les héros grecs. On y retrouve Hécate, Perséphone, Dionysos entre autres, et naturellement Apollon, dieu de la lumière, des arts et patron des oracles. Chaque objet proposé par l'oracle d'Apollon est façonné à la main avec intention à partir de matériaux naturels en privilégiant les circuits courts et les fournisseurs français, de quoi allier l'artisanat et l'éthique pour notre plus grand plaisir. Que vous souhaitiez honorer les dieux avec spiritualité ou simplement leur accorder une pensée en décorant votre intérieur, il y a forcément un objet qui sublimera votre quotidien. Moi par exemple, j'adore les bougies parfumées. Et bah en ce mois de novembre, quand la dépression saisonnière jette un petit coup d'œil complice à la dépression classique, j'allume la bougie inspirée d'Athéna et je ressens un réel réconfort à me dire que peut-être, juste peut-être, Athéna jette un coup d'œil bienveillant sur moi et je lui accorde une petite pensée. En plus, la délicate odeur d'olivier de la bougie enveloppe ma chambre et je vous cache pas que pendant la méditation, l'apaisement est total. Et puis niveau parfum, on ne parlera même pas des encens à la jacinthe, c'est... Mais assez raconté ma vie, vous, ce qui va vraiment vous intéresser, c'est qu'en l'honneur de cet épisode, l'oracle d'Apollon nous concocte avec amour une box Héraclès disponible en précommande. Symbolisant la force, la persévérance et la résilience du héros, vous y trouverez une bougie décorée et parfumée à la main, des pierres naturelles, des encens grecs au pain, un porte-clés avec une prière et d'autres cadeaux surprises dont même moi je ne suis pas au courant de ce que c'est. Alors ne loupez pas l'occasion de vous faire plaisir, l'offre est disponible uniquement jusqu'au 18 novembre 2025 et après c'est finito. Et en plus de ça, vous avez une généreuse remise de 10% sur votre première commande, ce qui ne vous fait aucune excuse pour ne pas soutenir les créateurs indépendants comme l'oracle d'Apollon et Mythologie grecque décomplexée, soit dit au passage. Avec votre aide, tout le monde est gagnant, et les juges des enfers en tiendront compte le jour de votre déménagement dans le monde souterrain. Merci à l'oracle d'Apollon de sponsoriser cet épisode. Vous trouverez le lien de la boutique en description ou en tapant sur Google l'oracled'apollon.com tout collé et sans apostrophe. Et maintenant qu'on a fait le plein de bonnes énergies et que les dieux nous sont favorables, rejoignons Héraclès qui a déjà pris un peu d'avance sur nous en chemin pour la Crète. Ah, la Crète. Splendide île de la Méditerranée orientale, entourée de vagues paresseuses, léchant des étendues de sable brillant à perte de vue, tout ça, berceau d'une civilisation minoenne dont les traces marquent un tournant dans l'humanité ou un truc du genre, véritable force thalassocratique, pour les incultes ça veut dire dont la puissance repose sur la maîtrise militaire et commerciale de la mer, peuple s'illustrant par son art machin chose et ses connaissances approfondies de probablement plein de trucs et bidules chouettes, continuez de vous faire une image mentale glorieuse, moi je passe à la suite de l'histoire. La Crète est régie par Minos, dont la récente concurrence pour l'ascension du trône l'a menée à une situation délicate. Cette course au trône implique un certain Poséidon qui, s'il jugeait Minos apte à régner, devait lui envoyer un taureau qu'il sacrifierait ensuite en l'honneur du dieu. Et c'est ce qui se passe. Un taureau d'une beauté sans pareille surgit de la mer. Bingo, Minos est roi. Pas bingo, le taureau est d'un blanc si immaculé et d'un regard si émouvant que Minos ne peut se résoudre à le mettre à mort et sacrifie un autre taureau à la place. Sur un malentendu, ça passerait, sauf que ça passe pas du tout.
Poséidon rend le taureau violent, celui qui l'a envoyé, d'une soif de brutalité que rien ne peut épancher, soufflant du feu par les naseaux parce que pourquoi pas, et déracinant tout ce qu'il trouve sur son passage. C'est embêtant. Puis, c'est la femme de Minos, Pasiphae, qui se retrouve ciblée par 2 malédictions. Pasiphae, c'est l'une des filles de Hélios, le dieu soleil, celui qui avait révélé l'infidélité d'Aphrodite avec Arès. Celle-ci, dont la propension au coup de pute est bien connue, avait maudit toutes les histoires d'amour d'Hélios ainsi que celles de sa descendance pendant qu'on y est. Pasiphae se retrouve donc, sans avoir rien fait, prédestinée à avoir une vie sentimentale moyennement enviable. Et là, Poséidon apporte son grain de sel, l'élément déclencheur, le déclic, l'allumette craquée dans une salle pleine de gaz, il met le taureau dans la ligne de mire de la reine. Je ne vais pas m'appesantir plus longtemps sur cette histoire, beaucoup d'entre vous connaissent la suite. Elle sollicite Dédale afin qu'il construise un habile moyen de rendre possible la copulation contre nature entre elle et le taureau. Après ça, le taureau s'est enfui et il ravage désormais la Crète. Et c'est à Héraclès de l'arrêter, bien sûr vivant. Le voilà donc qui accoste en Crète et annonce à Minos qu'il vient le soulager de cet enfer à 4 pattes qui rythme les plaintes régulières de son peuple. Selon les versions, Minos refuse d'apporter un coup de main au héros, estimant qu'il doit se dépatouiller tout seul. D'autres disent qu'au contraire, le roi lui offre tout le soutien dont il dispose, enchanté de voir la solution à son problème majeur se présenter à lui. Au final, ça revient au même, soutenu ou non, Héraclès part tout seul trouver l'animal. Et on sent une certaine perte de patience chez lui parce que aussitôt qu'il se retrouve en présence de l'animal, il prend plus la peine de se casser la tête et il réutilise une technique qui a fait ses preuves, refermer ses 2 grosses paluches sur l'animal et le traîner jusqu'à son navire, puis à travers la mer, puis tout le long du chemin retour jusqu'à Eurysthée. Là, il a eu la flemme de faire un truc épique, il a choisi la facilité, et c'est pour ça que j'ai passé du temps à contextualiser ce travail parce que qu'est-ce que vous voulez que j'invente de plus ? Nada. Du coup, retour chez ce casse-couille d'Eurysthée pour qui forçait de témoigner que son cousin est jusqu'ici inarrêtable. Il décide de consacrer le taureau à Héra, probablement parce que c'est grâce à elle qu'il s'est retrouvé à la tête de la contrée mycénienne, mais Héra n'en a rien à foutre, mais en fait quand je dis qu'elle en a rien à foutre, c'est un petit peu comme moi quand j'en ai rien à foutre, mais qu'en fait ça me rend malade de rage. Héra refuse le cadeau, considérant qu'il s'agit d'un rappel de la réussite de la gloire d'Héraclès et que c'est au moins insultant, au pire du foutage de gueule. L'animal est donc relâché et s'enfuit direction Sparte, où il continuera de causer du tort à Minos en tuant l'un de ses enfants, mais cela ne nous regarde pas. Chronologiquement, si j'ai bien tout compris au schmilblick, ce serait après ce 7e travail qu'Héraclès joue le rôle pour lequel il est né à la base, assister les dieux dans la seconde grande guerre divine, la gigantomachie. C'est la raison pour laquelle Zeus était allé féconder Alcmène, je me permets de vous le rappeler à la base. Au cours de cette fameuse gigantomachie, donc la guerre entre les dieux et les géants, il est primordial d'avoir un humain ou un semi-humain aux côtés des dieux, car eux seuls ne peuvent tuer les géants pour une raison qui n'est jamais expliquée et au sujet de laquelle je vous prierai de me croire sur parole. À l'aide de sa force monumentale, vous n'avez pas oublié que le mec a dévié 2 fleuves sans sourciller, Héraclès parvient à traîner hors de sa terre natale le géant Alcyone, préalablement affaibli par les dieux. En fait, globalement, les dieux se démènent pour affaiblir chacun de leurs ennemis, et Héraclès porte le coup de grâce avec ses flèches empoisonnées. La guerre finit remportée par les dieux grâce à l'aide cruciale du fils illégitime de Zeus. Héra lui doit beaucoup de choses, du coup, notamment le fait de ne pas s'être fait violer au cours du conflit, fun fact, donc on pourrait croire que ça attiserait son amertume et la pousserait peut-être à raccourcir le nombre de travaux d'Héraclès. Il n'en est rien. Une femme charmante, vous dis-je. Allez, retour chez Eurysthée. Oh, puis en fait non, direction la Thrace, pour rendre visite à Diomède, car là-bas, l'attend son 8e travail. Le travail des cavales de Diomède, qui pourrait aussi être intitulé « Expliquez-moi cette merde !» implique de ramener vivantes les 4 juments de Diomède, fils d'Arès dont le caractère belliqueux rappelle fortement l'expression selon laquelle la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre.
Diomède est le roi des Bistones, un peuple qui cherche souvent la bastonne. Elle est trop mignonne, mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Et il a 4 juments particulièrement agressives. Diomède, pour une raison qui nous échappe, a préféré privilégier la chair humaine de ses propres hôtes plutôt que du foin pour nourrir ses juments. Idée, ma foi, originale pour faire le tri dans la population et transformer les indésirables en nourriture biologique. Enfin, je suppute tout cela, je ne connais rien des motifs de Diomède, mais j'en sais assez pour déclarer que c'est un gros ouf malade dans sa tête. Pour revenir à nos juments dont à propos desquels je parlais primitivement pour lancer le sujet, ces bestioles sont gardées sous haute surveillance, attachées solidement non pas par des cordages, mais par des chaînes en acier à leur mangeoire. Voilà donc notre Héraclès, accompagné de quelques guerriers déterminés et de son très cher ami Abderos, fils d'Hermès, et amant d'ailleurs, c'est rien, c'est la Grèce antique, qui arrive tranquillement. Héraclès parvient à détourner l'attention des gardiens et libère les juments de leur chaîne. Le temps qu'il les ramène jusqu'au bord de la mer, Diomède s'est rendu compte du larcin et a lancé ses bistones à la baston, non je ne referai pas la blague. Avec un grand total de 0% d'intimidation dans l'esprit, Héraclès se lance contre eux, prêt à les démarrer, après avoir confié les juments à Abderos. Pas vraiment sa meilleure décision parce que Abderos ne parvient pas à maîtriser les juments qui en font leur casse-croûte en attendant sagement le retour d'Héraclès. Celui-ci finit par pointer le bout de son nez, emportant un Diomède assommé sur ses épaules, résultat d'un coup de foudre entre ce malotru et la massue du héros. Découvrant ce qu'il est advenu de son amant, Héraclès devient fou de chagrin et décide de faire goûter à Diomède sa propre médecine. Alors que l'homme commence à reprendre connaissance, il se fait bousculer contre ses 4 juments qui, parce qu'elles n'ont que ça à faire de toute leur vie, se repaissent goulûment de leur ancien maître. Après Abderos en amuse-gueule, Diomède sert de plat principal, et grâce à ce tragique festin, les indomptables juments repus se montrent coopératives et se laissent guider jusqu'à Tirynthe. Eurysthée constate à nouveau, pour la 8e fois, le franc succès d'Héraclès. Bon, franc succès, peut-être pas, parce que bon, il a causé le trépas d'Abderos, mais ça, l'autre casse-couille, il a pas besoin de le savoir. Témoin du sang séché autour des museaux des cavales, il prend peur et ordonne la libération des juments qui ne perdent aucun temps à se barrer au galop. On ne les revit qu'une fois, se dirigeant en haut du mont Olympe. De ce qu'elles sont devenues, on ne peut que supposer qu'elles ont rencontré plus sauvage qu'elles et qu'elles se sont fait bouffer parce que le steak de cheval, putain comment c'est trop bon. En 9e travail, Eurysthée demande à Héraclès de ramener à sa fille, Admétée, la ceinture d'or de la reine des Amazones, Hippolyte. Les Amazones, filles du dieu de la guerre Arès, constituent une société matriarcale constituée uniquement de femmes glorieuses, ne rechignant aucunement à porter les armes pour combattre sans merci quiconque tente de les attaquer. Leur talent au tir de javelot n'a rien à envier aux autres armées masculines, et leur maîtrise de l'archerie fait partie des légendes les plus connues du monde, notamment du fait qu'elles s'amputent le sein droit afin que ses protubérances mammaires ne les gênent pas au tir à l'arc. Un dernier détail sur ce peuple et ses mœurs, si une des Amazones tombe enceinte et accouche d'un garçon, celui-ci est soit mis à mort, soit abandonné. Les Amazones sont catégoriques sur ce point, pas d'homme parmi elles. Et Hippolyte, la souveraine, avait reçu d'Arès une ceinture d'or, signe de sa supériorité absolue et de son autorité sur son peuple. Face à la réputation des Amazones, Héraclès décide cette fois-ci de ne pas partir seul. Et face à la réputation d'Héraclès, de nombreux héros s'engagent dans cette expédition. Iolaos, bien sûr, qu'elle a depuis le début, mais aussi Thésée, Pélée, le père d'Achille, Télamon, qui donnera plus tard naissance à un mec qu'on connaît bien sous le nom de Ajax le Grand, et plein d'autres hommes dont les noms nous sont inconnus. Tout le monde embarque sur le navire d'Héraclès, direction le quartier général des Amazones. Ils font une escale sur l'île de Paros, lieu de résidence de 4 enfants du roi Minos, dont on avait parlé un petit peu avant, qui s'appellent Eurymédon, Chrysès, Néphalion et Philolaos.
Seulement au cours de cette pause maritime, 2 anonymes de l'équipage d'Héraclès se font tuer. Pourquoi, comment, on sait pas, toujours est-il que notre demi-dieu n'est pas content et répond de la manière qu'il préfère, le bourrinage. Il tue les meurtriers pour venger ses hommes, et une fois n'est pas coutume, commence à défoncer la ville entière jusqu'à ce qu'une ambassade soit envoyée pour négocier l'arrêt de cette sauvagerie sans nom à l'encontre de pauvres innocents. La proposition de fournir 2 hommes pour remplacer ceux décédés est acceptée, Héraclès lève donc le siège de la ville. Les hommes choisis font partie de la lignée de Minos, ce sont ses petits-fils Alcée et Stélénos. L'équipage étant de nouveau au complet quoique légèrement modifié, les amarres sont larguées et on repart. Une 2e escale est faite en Mysie chez le roi Lycos de Paphlagonie, un petit-fils de Tantale. Lycos de Paphlagonie est en guerre contre les Bébris pour la raison suivante, les Bébris lui piquent une partie de la Paphlagonie et c'est pas très sympa. Comme Lycos remplit très bien son rôle d'hôte auprès d'Héraclès, ce dernier prend la décision de lui filer un coup de main dans le conflit qui l'embarrasse. Héraclès réduit considérablement la taille de l'armée ennemie et rend au roi de Paphlagonie une grande partie du territoire qui lui a été volé. En témoignage de sa reconnaissance et de la gloire du héros, Lycos renomme la région tout entière Héraclée, la classe. Rebelote, on relargue les amarres et cette fois-ci on est suffisamment proche de la destination finale pour y aller d'une traite sans faire de détour. Héraclès et ses compagnons débarquent enfin en territoire amazone. Leur reine vient à leur rencontre afin de s'enquérir de leurs intentions. Est-ce qu'ils sont là en paix ou est-ce qu'ils cherchent la bagarre ? Rassurée lorsqu'elle apprend qu'Héraclès souhaite simplement récupérer la ceinture d'or, la reine Hippolyte accepte de la lui donner. On dit aussi que, face au physique époustouflant de ce demi-dieu constitué à environ 110% de muscles, son petit cœur de souveraine a battu la chamade, tel un cheval lancé au triple galop, Misandroupa, nous ne sommes que peu de choses, nous les femmes. Du coup, facile comme travail, n'est-ce pas ? Est-ce que vous vous étonnez si je vous dis détrompez-vous ? Parce que Héra veille et Héra est bien décidée à y mettre son grain de sel, de poivre, de piment et de tout ce qui peut t'arracher la gueule. Elle prend la forme d'une Amazone, si convaincante que c'est à s'y méprendre. Aucune des guerrières ne se fait la réflexion que cette femme est une parfaite étrangère, que personne ne l'a vue par le passé, et que qui sait en fait ? On sait pas. Du coup, Héra, parfaitement fondue dans la masse, lance une rumeur qui secoue le peuple de femmes. Héraclès et son équipage seraient en fait mal intentionnés, et cette histoire de ceinture n'est qu'une couverture, car leur vrai but est en fait de kidnapper la reine Hippolyte. Tous ceux qui ont bossé dans un univers où il y a quasiment que des meufs savent que les rumeurs enflent à une vitesse hallucinante et c'est exactement ce qui se passe et l'avis des Amazones est unanime. Il faudra leur passer sur le corps avant de se barrer avec leur reine. Elles s'arment, grimpent sur leur monture qui se lance avec une rapidité endiablée vers les supposés kidnappeurs. Si tu les informes assez vite que tu veux la guerre, elles te la livrent en moins d'1 jour ouvré, les Amazones. Héraclès, qui goûtait enfin à la sérénité et à un peu de bienveillance, voit cette cavalerie débouler avec une détermination ultime, annihiler quiconque veut du mal à Hippolyte. Il comprend pas d'où sort cette haine et se dit que la reine en fait compte la lui mettre à l'envers. Après tout, le dégoût de ce peuple pour tout ce qui a de la barbe et un pénis, c'est incontestable. Du coup, est-ce que la reine l'aurait en fait amadoué pour mieux le trahir ? Ah, c'est hors de question. C'est la guerre qu'elles veulent ? Ah, elles l'auront. Sans prendre le temps de douter de son intuition, il assassine Hippolyte devant son peuple entier, la dépouille de sa ceinture et envoie quelques Amazones chez Hadès avant de reprendre les voiles. Sur le chemin retour, petit crochet par la légendaire ville de Troie, gouvernée à l'époque non pas par le roi Priam mais par son père, le roi Laomédon.
Il faut savoir qu'à ce moment-là, Apollon et Poséidon étaient punis par Zeus et forcés à se mettre au service de Laomédon pour construire d'imposantes murailles protectrices pour la ville de Troie. Mais, arrivés au terme de cette corvée, les deux dieux se voient refuser le juste salaire de leur labeur. Comme on peut s'y attendre, quand un mortel offense les dieux, ceux-ci ne tardent aucunement à se venger. Apollon fait ce qu'il fait de mieux dans ce genre de circonstances, c'est-à-dire semer la peste sur la ville. Pardon, je sais pas pourquoi je chante. Je suis fatigué. Et Poséidon, quant à lui, il est un peu plus inventif. Il envoie un monstre marin défoncer la ville et semer le désespoir parmi les hommes que la peste n'a pas encore touchés. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que, afin de mettre fin à ces fléaux, les oracles informent Laomédon le terrible sacrifice qu'il doit faire. L'un de ses propres enfants, la jeune Hésione, doit être attaché à un rocher et servi en pâture au monstre, et peut-être que ça vous rappelle un petit peu Andromède et Persée, et bah exactement. Bref, Laomédon fait ce qu'il doit faire, et il attache sa fille à un rocher pour servir en pâture au monstre, je viens de le dire. C'est là qu'arrive Héraclès, qui voit cette pauvre femme livrée à un destin qu'elle n'a nullement provoqué, et vite, avant que le monstre n'arrive pour n'en faire qu'une bouchée, parce que plusieurs bouchées ça serait vraiment horrible, il se présente devant Laomédon et lui promet de lui ramener sa fille saine et sauve en échange de 2 juments sacrées que Zeus avait remises au roi en personne. Marché conclu, monstre vaincu, Hésione rendue. Mais une fois n'est toujours pas coutume, Laomédon ne tient pas sa part du deal. Héraclès, à qui Augias avait déjà fait le coup avec ses écuries, jure que cette histoire est loin d'être terminée et que, quand il aura le temps de régler les comptes, Laomédon n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Muni de la ceinture d'Hippolyte et d'une rancune sans pareille, il hisse les voiles et quitte Troie pour rentrer à Tirynthe. D'ailleurs, au passage, il diminue le nombre de membres de la lignée de Poséidon. Le premier, c'est Sarpédon, fils du dieu des océans, qui prend un coup et meurt instantanément à Énos. Puis, arrivé à Tauron, ce sont 2 petits-fils du manieur de Trident qui provoquent Héraclès en duel. Bon, lui, avec son palmarès époustouflant de Maccabée semé sur son chemin, il les réduit au silence très rapidement à l'aide de sa fidèle massue. D'ailleurs, contrairement à Ulysse, pour qui le fait de s'en prendre aux enfants de Poséidon a valu un calvaire éprouvant, Héraclès, lui, rentre sans encombre à Tirynthe et il remet à la fille d'Eurysthée la fameuse ceinture qui a provoqué la mort d'énormément de guerriers, guerrières, innocents et innocentes dans son sillon. Le 10e travail d'Héraclès constituant la capture des vaches ou des bœufs de Gérion, sans demander à ce dernier son autorisation bien sûr. Pourquoi ce troupeau aussi ? Parce que les vaches sont pourpres, ou rousses selon les versions, et j'y vois pas d'autre raison. Gérion, lui, c'est un géant grand comme 3 hommes, et qui a d'ailleurs le corps de 3 hommes réunis au niveau des hanches. C'est-à-dire qu'il y a une paire de jambes et tout le reste c'est x3. C'est le roi de l'île d'Érythie, le petit-fils du titan Océan, du côté de sa mère, et de la gorgone Méduse, du côté de son père. C'est donc un homme autrement plus dangereux que la grande partie de ceux qu'Héraclès a combattus jusqu'ici. Du sang divin, mêlé à des traumatismes intergénérationnels, ça annonce une tendance à la baston prédominante. Est-ce que Héraclès hésite ? Bien sûr que non. Son portrait, c'est la définition même des termes tendance à la baston prédominante. Donc il s'en bat les couilles en fait. Il y va, il traverse l'Europe, il défonce main et main monstres sur son chemin, il sème les cadavres derrière lui dans une version antique du Petit Poucet. Arrivé à Tartessos en Espagne, il érige 2 colonnes, l'une face à l'autre, des colonnes d'une hauteur vertigineuse qui servent de frontière entre l'Europe et la Libye, tu m'as bien entendu. Ces colonnes, il les érige, il les soulève, il les ancre dans le sol, sans avoir cure de la douleur dans ses bras, de la fatigue accumulée, des ampoules qui se forment au creux de ses mains, de la sueur qui irrite ses yeux. Par contre, il y a une chose qui commence à lui taper sur le système, c'est qu'on est au putain d'enfer en Espagne ou quoi ? Oh, le soleil il frappe si fort qu'il tabasse en fait carrément, il fait une chaleur exagérée là, à croire que Hélios lui-même concentre ses rayons sur le héros. Putain, il fait chaud !
Et justement, Hélios est bien en train de fixer du regard notre bodybuilder mythique. Lui qui voit tout, il a eu le loisir d'observer les aventures d'Héraclès depuis sa naissance. Il est plutôt impressionné par ce mec que rien ne maintient à genoux dans la poussière. Alors qu'Héraclès se tourne vers le dieu soleil et dégaine son arc, bien décidé à en finir avec ce cagnard, l'astre du jour sourit, amusé. Il sait bien que la flèche d'Héraclès se perdra avant d'arriver jusqu'à lui, alors il laisse faire. Héraclès, dans un juron dont seuls ceux qui ont vécu dans l'Antiquité saisiront la dimension péjorative et désagréable, bande son arc, vise le soleil et laisse filer la flèche sans hésitation. La flèche en question trace son chemin avec une vitesse jamais vue jusqu'ici et rejoint le ciel telle une fusée. Elle perfore les nuages, effraie les oiseaux et disparaît complètement. Entame-t-elle une redescente sur Terre soumise à la gravité ? Est-elle parvenue à s'enfoncer au plus haut de l'atmosphère ? A-t-elle dépassé la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère, l'exosphère ? Jusqu'où cette putain de flèche est-elle partie à l'aventure ? On ne saura pas. En tout cas, si elle s'est approchée d'Hélios, elle l'a jamais touché, probablement parce que c'est un astre qui, bien que de chaleur moyenne à l'échelle de toutes les étoiles, a tout de même une température de surface de genre 6000 degrés, donc une flèche en bois face aux éruptions solaires, aux changements de polarité et à ce genre de météo, ça fait pas long feu. Hélios, loin de trouver pathétique cet accès de colère d'Héraclès, l'admire encore plus. Le mec n'a jamais reculé, jamais hésité, la fin justifiera toujours les moyens, et les moyens seront toujours les plus inattendus et radicaux. Quoi, il a voulu lui tirer dessus ? Faudrait se venger de l'outrage ? Mais Hélios, il est pas comme ça. En plus, Héraclès s'excuse de s'être emporté de la sorte. L'un des actes les plus braves et difficiles pour un homme, n'est-il pas de demander pardon ? Alors Hélios, qui a vu suffisamment de monstruosité sur Terre, dit à Héraclès de ne pas se faire de bile pour ça, c'est sans rancune, et puis c'est vrai qu'il aime beaucoup traîner vers l'Espagne et qu'il sait bien que pour ceux qui s'y trouvent, le ressenti est un petit peu celui d'un sauna permanent. Alors t'inquiète, Héraclès, pas de soucis, pas d'inquiétude, pour soulager tes fonctions thermorégulatrices, je te prête ta coupe en or, en forme de nénuphar d'ailleurs, parce que pourquoi pas, et puis t'as juste à t'installer et à te laisser porter jusqu'à l'île d'Érythie. Héraclès fait exactement ça, il arrive jusqu'à l'île et il y entame l'ascension du mont Abas, territoire où se trouvent les vaches de Gérion. Pour ceux qui ont un petit peu pas trop suivi, c'est ça à la base qu'il doit aller chercher pour son travail. La présence d'Héraclès sur le mont Abas est cependant détectée et dénoncée par le chien de garde Orthros, une sorte de cerbère un peu moins stylé parce qu'il a 2 têtes au lieu de 3. Héraclès, qui n'est pas l'ami des animaux, défonce le clébard et fait pareil avec Eurytion, le berger et propriétaire du clébard en question. Comme la voie est libre et que l'alarme n'a pas vraiment été sonnée, il rassemble les vachettes et commence à les mener vers son super bateau coupe d'or en forme de nénuphar. Mais Gérion arrive vers lui, pas très jojo, en lui demandant de bien vouloir lui rendre le troupeau, accompagné d'un affectueux gros fils de... Entre les deux hommes, nul dialogue ne s'impose. Il n'y a rien à dire. Tout est observable. L'un veut les vaches, l'autre veut aussi les vaches. Le premier se prépare à attaquer, l'autre est déjà en train de tendre son arc. Celui qui semble avoir un stock de flèches à bloc à chaque fois qu'il arrive sur une nouvelle map, vous l'aurez deviné, c'est Héraclès. D'un coup d'un seul, il vise les muscles intercostaux et fait des 3 poitrines de Gérion une brochette XXL. La légende raconte qu'Héra a tenté de s'interposer pour déstabiliser Héraclès et qu'il n'a eu aucun scrupule à tirer une flèche dans le sein droit de la déesse avant de prendre ses jambes à son cou. Bref, ça dévale le mont Abas à une vitesse phénoménale, suivi par les vaches qu'il parvient à tout entasser dans la coupe d'Hélios. Il se sert de ce moyen de locomotion pour faire le chemin inverse de l'allée et retourne à Tartessos, où il rend au dieu soleil cette coupe si généreusement prêtée. Pour le retour à Tiryns, c'est un petit peu décousu, alors je vais vous le faire rapidement.
En quittant l'Espagne, n'ayant pas attiré son coup depuis un moment, il a la Gaule. Et ça tombe bien, le pays de l'amour et de la romance est juste à côté. La Gaule, mesdames et messieurs, celle qui deviendra notre belle France. Il y courtise la princesse Pyrénée sous les rayons doux d'un soleil du sud. Puis quand elle meurt dans des circonstances imprévisibles, il l'enterre sous une chaîne de montagnes qui a pris le nom, vous l'aurez deviné, des Pyrénées, au sud de la France, à côté de l'Espagne. Il poursuit ensuite son périple au pays du vin et du pain en distribuant justement un bon nombre de pains dans la gueule des autochtones de l'époque, surtout ceux qui étaient pour le fait de jeter les étrangers hors des frontières à coups de ravalement d'extraits de naissance. Les Français de l'époque se prennent d'affection pour le héros qui le leur rend bien. Une ville est même fondée et nommée Alésia, en souvenir de ses aventures, ville qui sera considérée un moment par les Gaulois comme leur capitale d'ailleurs. Et ce n'est pas la fin de l'influence qu'a eue Héraclès sur la Gaule. Égal à son père concernant les besoins impérieux de décharge libidineuse, il s'est uni avec une princesse locale appelée Galata. Leurs enfants ont bien évidemment rejoint l'armée, ce qui a alimenté la portée et l'influence de la puissance militaire gauloise. On pourrait même dire que, de tous les endroits où Héraclès a généreusement partagé sa semence, c'est sur notre bel hexagone que l'ADN victorieux s'est le plus propagé. On rappelle que notre beau pays est celui qui a remporté le plus de victoires militaires, qu'elles soient navales, dans les airs, sur terre, dans les campagnes médiévales, dans les croisades sanguinaires, dans les guerres intestines pendant la Révolution, les guerres napoléoniennes et les guerres mondiales aux armes, citoyens! Bref, on s'en bat les couilles, peu importe, il reste un dernier témoin du passage du héros en Gaule. Entre Marseille et Arles, une plaine dite pierreuse, de son vrai nom, la plaine de la Crau, raconte une petite histoire sympa que je m'en vais vous conter. En fait, arrivé en Ligurie, c'est-à-dire en Italie, donc plus du tout en France pour les auditeurs perspicaces, deux fils de Poséidon s'en prennent à Héraclès dans le but de lui voler son bétail qu'il a lui-même volé à Gérion. Les deux fils de Poséidon trouvent la mort. Le reste de la population des Liguriens se charge des représailles et attaque à leur tour Héraclès. Il se fait repousser jusqu'en France, dans une région que l'on connaît sous le nom de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et là, à court de flèches, sans aucun projectile à envoyer, épuisé par ces conflits interminables, Héraclès finit par se laisser tomber à genoux dans la poussière. Il est fatigué du deuil de sa famille, fatigué des fourberies de Héra, fatigué des travaux de Ristée, fatigué des hostilités partout où il va. Il craque. Il ouvre les vannes et laisse les larmes rouler sur ses joues, salies par l'effort. Cette fois-ci, ce n'est non pas Héra qui l'observe, mais Zeus. Celui-ci, attendri par la vulnérabilité de son fils, après tout ce qu'il a traversé comme épreuve, décide de lui filer un coup de main. Il regroupe une grande quantité de nuages qu'il guide jusqu'à la plaine où se déroule la bataille. Là, les nuages déversent non pas des torrents d'eau, mais une grande quantité de pierres, oui, c'est très logique, des cailloux et d'autres gravillons à envoyer sur l'ennemi. Les ennemis en question, après que leur peau soit entamée par les projectiles rocheux et leurs yeux incapacités à cause de la poussière soulevée, prennent la fuite et laissent le héros tranquille. Il reprend donc sa route à travers l'Italie et les Alpes liguriennes. Comme il a du temps à tuer, il construit des routes sur son chemin et défonce tous les clans de brigands qui s'élèvent sur sa route. Arrivé jusqu'au bout de la Sicile, il entend son GPS recalculer son itinéraire et se rend compte qu'il va pas du tout où il faut qu'il aille. Demi-tour et il se retrouve aux côtés du roi Évandre, qui accueillera plus tard Énée après la guerre de Troie, mais genre vraiment beaucoup plus tard. Héraclès poursuit son chemin à la nage, en poussant le troupeau devant lui pour le faire avancer, parce qu'évidemment on arrive tous à faire ça quand on nage la brasse, et après une telle performance, il trouve un joli coin d'herbe sur lequel s'allonger paisiblement pour retrouver des forces. C'est le moment que choisit Cacus, un berger du coin, pour voler les deux plus majestueux taureaux d'Héraclès. Il les embarque dans sa caverne que le demi-dieu trouve rapidement à son réveil, et Héraclès est assez surpris de voir que le voleur n'est pas un frêle et vieux berger comme il s'y attendait, mais une créature un peu plus
hors du commun que vous et moi, d'une laideur remarquable, alors ça, bon, c'est peut-être votre cas, mais à la limite, pas trop moins, mais l'homme est d'une hauteur qu'envirait une girafe et possède 3 têtes, desquelles s'échappent des flammes surpuissantes. Normal. Bien des guerriers ont tenté de mettre un terme à sa soif de violence, mais ils ont tous fini démembrés, réduits à l'état de décoration pour le nid douillet de ce fameux monsieur voleur, Cacus. L'intention d'Héraclès est la même que celle de tous les braves qui lui ont fait face par le passé, le rendre capoute. Comme il est ultra giga super fort, il fait rouler sans difficulté l'énorme pierre qui bouche l'antre du berger et lui fait face. Cacus n'a pas beaucoup de temps pour réagir, car il peine à croire que sa porte d'entrée a été déplacée. Lorsqu'il se rend compte qu'un homme est bel et bien parvenu à s'introduire chez lui, il commence à souffler du feu de ses 3 gorges. Mais Héraclès, qui dispose d'une armure en scénario en plus de sa peau de lion, n'en a rien à foutre, s'approche du visage de Cacus et lui en arrache la peau à main nue avant de l'achever, je n'invente rien. Il récupère ses taureaux et reprend sa route paisiblement, jusqu'au moment où un 3e des taureaux qu'il transporte se fait la belle. L'animal se jette à la mer et nage jusqu'à rejoindre un royaume étranger gouverné par Eryx. Héraclès, qui compte bien rapporter le troupeau à Eurysthée dans son intégralité, confie le reste de son troupeau à nul autre qu'Héphaïstos, le dieu forgeron, ce qui lui donne une conscience tranquille grâce à la garantie qu'il n'arrivera rien à ses bêtes, et il part à la recherche du bestiau manquant, finissant par débarquer chez Eryx. Vous l'aurez deviné. Ou pas, parce qu'il commence à y avoir beaucoup trop de personnages. Il trouve le taureau au milieu des animaux du roi Eryx, qui n'accepte de le rendre qu'à condition qu'Héraclès le batte au combat à main nue. Je vous évite de patienter pour connaître le résultat de cette entreprise. Eryx mord la poussière 3 fois et se voit contraint de rendre à Héraclès le taureau désiré. Retour auprès d'Héphaïstos pour récupérer le reste de ses vaches, mais tout ne se passe pas comme prévu. Héra a profité de l'absence du demi-dieu pour émettre une nouvelle fois son grain de sel, puis de poivre et vous l'avez retenu, de piment. Elle a envoyé un temps piquer les vaches du troupeau pour les pousser à s'éparpiller, parce que ça ne s'arrête jamais. Héraclès les récupère une à une à travers toutes les montagnes de Thrace. Malheureusement, certaines des bestioles resteront introuvables et retournent à l'état sauvage, loin des péripéties divines. Reste un dernier obstacle. Traverser le fleuve Strymon, trop profond pour que les vaches le traversent à pied, trop violent pour que qui que ce soit le traverse à la nage. Héraclès est frustré, mais il a déjà dévié des fleuves par le passé, il devrait être capable de trouver une solution. Il se creuse la tête et trouve effectivement une méthode assez ambitieuse, boucher le fleuve. Je vous laisse réfléchir à comment on bouche un fleuve. Bon, arrêtez de réfléchir. En gros, pierre après pierre et boulet après boulet, il entasse des rochers de taille variable au fond du fleuve, afin que celui-ci perde progressivement en profondeur. Bientôt, le fond se retrouve à quelques dizaines de centimètres de la surface, ce qui permet aux animaux de traverser en marchant. Enfin arrivé jusqu'à Tyrinthe, il offre le troupeau à Eurysthée. Le souverain croquignolesque offre à son tour le troupeau à Héra en sacrifice et cette fois-ci la déesse accepte. Au total, il aura fallu à Héraclès 8 années et 1 mois pour arriver au terme de ses 10 travaux. Pourtant, on ne lui parle pas de se rendre dans un temple afin d'être purifié, on lui a rien présenté pour sa supposée immortalité remise comme récompense finale. Ouais. Pourtant, il a fait tout ce qu'on lui a dit, non ? Eh ben non. Eurysthée, frustrée devant la victoire de son cousin, tente le tout pour le tout, afin de provoquer sa perte. Sur les 10 travaux effectués, il en refuse 2, stipulant qu'il a été aidé pour venir à bout de l'hydre de Lerne et qu'il a réclamé un salaire à Augias. Or, il lui était expressément ordonné d'accomplir tous ses travaux seul et sans réclamer quelque dû qu'il soit. Tout travail mérite salaire, et bah pas là.
Suite logique découlant de la conclusion que sur les 10 travaux, 8 ont été retenus, on rajoute 2 corvées supplémentaires afin que le compte soit bon. Si Héraclès a réussi à vaincre Gérion, qui est déjà assez balèze et un peu divin quand même, qu'en est-il face à un authentique titan et un dragon pour s'emparer d'une des plus chères possessions de nul autre que Héra? Eurysthée a peut-être une petite envie de cidre, car il ordonne à Héraclès de lui ramener des pommes. Les pommes d'or du jardin des Hespérides. Je sais que vous aimez les détails et vous savez que j'aime étaler ma culture, alors je vais rapidement vous parler des pommes en question. Les pommes du jardin des Hespérides sont des pommes dorées dont on dit qu'elles accordent l'immortalité, offertes par Gaïa à Héra lors de son mariage avec Zeus. La reine des dieux accorde tant de valeur à ce cadeau qu'elle les fait planter dans un jardin le plus à l'ouest possible, là où le soleil se couche. D'ailleurs, Hespéride vient de Hespéros, qui désigne justement le soir. Ce jardin serait, selon Apollodore, situé au pays des Hyperboréens, où la lumière éclaire tout et où les récoltes sont abondantes. Pour ceux à qui ça parle, le jardin des Hespérides se situe sur une pente du mont Atlas. Retenez bien, Atlas. Ne souhaitant que rien ni personne ne touche à ces précieux fruits, Héra a placé comme protectrices 4 filles d'Atlas, que l'on nomme, vous l'aurez deviné, les Hespérides. Sauf que les gardiennes ne faisaient pas correctement leur job, et Héra en fait les suspectait de voler les pommes de l'arbre. Alors pour s'assurer que cela ne se reproduise plus, la reine des dieux a placé un dragon pour surveiller le pommier. Le dragon, progéniture de 2 abominations de la nature, Typhon et Échidna, on ne change pas une génétique qui gagne, possède 100 têtes et sait parler avec plusieurs voix. Détail dont on peut carrément se ficher puisqu'il n'a aucune utilité dans le récit. Vraiment, vous embêtez pas à retenir tout ce que je dis, de toute façon maintenant vous me connaissez, hein, je me plains de faire des recherches ultra longues, mais je peux pas m'empêcher de faire madame je sais tout. Vous saviez que le dragon, en plus de parler, il peut moduler ses intonations et la hauteur de sa voix? Et bah là encore, ce détail il sert tellement à rien, vous pouvez l'oublier. Depuis ce jour, plus personne ne s'approchait des fruits convoités, sauf peut-être une certaine Eris, qui écrira une phrase bien connue sur l'une d'entre elles. Cette phrase ? À la plus belle. Revenons à notre récit. En plus du dragon, Atlas a fait construire des murailles un peu partout, d'une hauteur vertigineuse, associant cul-de-sac et retour à la case départ, afin d'être à 100% certain que les pommes, personne ne s'en approchera. Oui, en fait, il a construit un labyrinthe. Personne ne s'approchera jamais des pommes ? Héraclès médite cette phrase et se murmure à lui-même. Je tiens cette assertion pour erronée, et me ferai champion de sa réfutation de ma propre dextre. Propos qu'on peut simplifier avec les quelques mots suivants. Et mon cul, c'est du poulet! Comme à chaque fois, au risque de me répéter, Héraclès se met en route, directement vers une mauvaise troupe. Au bord du fleuve Échédoros, notre fils de Zeus a l'honneur de rencontrer un fils d'Arès, Cycnos. Crapule notoire et brigand à ses heures perdues, dont la source de revenus principale est l'argent qu'il dérobe aux pèlerins. Plusieurs versions traitent leur confrontation. Dans l'une d'entre elles, Héraclès tue Cycnos sans broncher, dans une autre le combat aurait été interrompu par la foudre divine et les 2 hommes restent en vie. Ça change rien à la suite du programme, Héraclès se rend auprès d'un oracle afin d'obtenir des renseignements sur la tâche qui l'attend. Comment tuer le dragon? Bon, ça, il aura le temps d'y réfléchir. Comment contourner Atlas? Bon, ça, il aura le temps d'y réfléchir. Comment traverser les murailles? Bon, ça, il aura le temps d'y réfléchir. Mais comment trouver les murailles en question? Là, il a besoin d'aide. Il trouve un groupe de nymphes qui lui indiquent le lieu où se repose Nérée, un dieu marin auquel on se réfère aussi sous le nom de vieillard de la mer et qui a un bac +12 en divination et autres oracleries. Notre héros se dirige donc vers le dit dieu. Il profite du sommeil insouciant et serein dans lequel est plongé Nérée afin de l'attraper et, selon certains, de le ligoter. Le but ? Lui faire cracher le morceau par la force, car il est évident que Nérée ne souhaite pas se mettre Héra à dos en révélant l'emplacement de son jardin.
Il se débat comme un beau diable, enchaînant les transformations en prédateur violent, en rongeur agile, en oiseau vif, en serpent glissant à une vitesse soutenue, tentant par tous les moyens de se libérer de l'emprise d'Héraclès. Dans ce micmac animalier règne la confusion et l'agitation les plus indescriptibles, aussi ne les décrirai-je pas. Le vieillard de la mer finit par capituler devant l'indiscutable supériorité musculaire d'Héraclès et crache le morceau. Il faudra qu'Héraclès fasse une bonne trotte. Il devra traverser un pays sur lequel règne Anté, encore un personnage sympathique parce que Anté est un géant, fils de Poséidon et de Gaïa, et ce lien génétique avec la Terre lui confère un avantage indécent, celui de se régénérer dès qu'il entre en contact avec le sol. Assez pratique pour une créature qui, a priori, est constamment en contact avec le sol. Anté a des antécédents de violence qu'on pourrait qualifier d'antédiluviens, donc ce n'est pas un homme très fréquenté. Il tue les étrangers et réserve le même sort à Héraclès. Celui-ci a beau tenter de donner patate sur patate avec de violents mouvements d'anté-épulsion, le géant n'est même pas édenté. Oh putain. C'est là qu'Héraclès comprend la clé du problème. Le frérot a les pieds bien ancrés dans le sol. Et c'est pas dans sa zone de régénération que quiconque pourra l'enterrer. Alors le héros soulève son ennemi en lui décollant du coup les pieds du sol. Enserré, déraciné, dirais-je même déplanté, le géant se met à déchanter. Ne reste plus à Héraclès qu'à l'étouffer en appuyant son muscle antébrachial au cou de l'autre en lui pétant les os. Je suis vraiment désolée pour tous ces jeux de mots. Allez hop. Il poursuit son aventure jusqu'en Égypte où il fait la rencontre du roi Pusiris qui fait des semaines d'intégration un peu bizarres pour les nouveaux arrivants puisqu'il sacrifie tous les 10 nouveaux arrivants à Zeus. La raison, c'est que l'Égypte est victime d'une famine sans fin qui, selon une prophétie, s'évanouirait au bout de 10 ans de sacrifices d'étrangers. Busiris accepte cette prophétie parce que de toute façon est-ce qu'il a vraiment le choix et met un zèle pas possible dans le sauvetage de son peuple. Il commence par tuer le prophète en remerciement, puis il mène à l'autel sacrificiel tous les étrangers qui frôlent ses terres des pieds. Ainsi, Héraclès se retrouve mené à son tour vers un funeste destin, enfin jusqu'à ce qu'il décide qu'on a assez rigolé et qu'il brise les cordes qui le ligotent, et puis il tue Busiris, et puis il tue le fils de Busiris. Il reprend la route pour la 221e fois, et se retrouve désormais au pied des montagnes du Caucase. Là où le fameux aigle du Caucase ne cesse de bousiller le foie du titan Prométhée, à l'infini, puisque l'organe se régénère nuit après nuit, vous connaissez l'histoire de toute façon. Une flèche empoisonnée bien envoyée met fin au jour du rapace et libère Prométhée de son tourment incessant. Pour exprimer sa gratitude envers son sauveur, Prométhée conseille à Héraclès de ne pas cueillir les pommes des Hespérides lui-même, mais d'y envoyer Atlas le faire à sa place. Mais comment convaincre ce titan d'accepter de dérober les pommes dont il est lui-même gardien ? Et Prométhée, le rusé, a une petite idée et la souffle dans l'oreille d'un Héraclès attentif. Le héros arrive au fameux jardin des Hespérides, enfin, et il y rencontre Atlas. Le titan porte péniblement le ciel, l'échine courbée sous le poids de son fardeau. Vous saurez d'ailleurs, pour briller en société, que l'Atlas désigne la première cervicale, la C1, du corps humain, cervicale précise sur laquelle Atlas fait reposer le poids du ciel. Fun fact, c'est gratuit. Bref, Héraclès explique à Atlas qu'il aimerait bien rapporter 2-3 pommes des Hespérides, histoire de pouvoir se débarrasser de l'impureté qu'il traîne derrière lui depuis le meurtre de sa famille il y a vraiment très très longtemps maintenant. Atlas, ça lui en touche une sans vraiment faire bouger l'autre. Chacun son fardeau, tu vois, chacun sa merde. Héraclès finira par mourir et avec lui sa douleur. Celle d'Atlas, cependant, est intemporelle et rien ne la soulagera. Atlas, il est immortel. C'est toute sa life qui va porter le ciel. Alors Héraclès, petit sourire en coin, prononce une phrase, une seule phrase, celle-là même que Prométhée lui a soufflé. « Oh Atlas, comment t'as trop la classe ?
Sur tes épaules, le ciel entier, et derrière toi, des pommes dorées. Ramène-m'en 2-3, veux-tu? En attendant, je décharge ce fardeau de tes os rompus. Atlas, il lui en faut pas plus. Il aurait tout donné pour pouvoir se reposer, en fait. Mais le dragon? En fait, il y a un dragon qui garde les pommes aussi. Lui, il veut bien y aller, chercher les pommes, mais le dragon, en fait, il différencie pas les étrangers, il tue sans question. Le dragon, s'il voit Héraclès ou Atlas, il s'en bat les couilles, il tue. Donc on fait comment? Héraclès, dont le tableau de chasse ferait pâlir n'importe quel chasseur du coup, tire une fois de plus une flèche, tape dans le mille, finito le dragono, Atlas tu peux y aller. C'est décidé, c'est un retournement du destin, l'arrivée d'Héraclès. Le poids du ciel, le poids du monde entier repose sur son dos depuis qu'il a fait l'erreur de s'opposer à Zeus pendant la titanomachie. Alors autant vous dire que pour Atlas... Ça fait beaucoup là, non? Il regarde Héraclès. Ce mec prêt à faire ce que personne n'a fait auparavant. Soulagé, même temporairement, les muscles endoloris et sursollicités d'un titan pour toujours puni. Dans un nouvel effort, il commence à bouger le ciel, s'agenouille et le fait délicatement glisser le long de son épaule sur celle d'Héraclès. Et le ciel se loge alors sur la nuque du héros. Atlas est désormais libre de marcher, de courir, de sauter, de garder la tête haute. Il récupère 3 pommes, maigre prix à payer pour cette libération. De retour auprès d'Héraclès, il aperçoit le ciel qu'il doit récupérer et il n'est pas très enchanté par cette perspective. Et en même temps, qui le serait? Atlas négocie donc un peu de soulagement supplémentaire. T'inquiète Héraclès, mon bon pote, bouge pas, je vais te le remettre direct à ton cousin, tes pommes. Et juste tu bouges pas, ça risque de me prendre quelques mois, mais tu es un bon gars, et franchement je t'en revaudrai une, tu gardes le ciel, je reviens plus tard, je sais pas quel était cet accent, excusez-moi. Bref, Héraclès le regarde avec un sourcil levé, un peu suspicieux. En fait, il s'attendait à un marchandage dans ce genre. Prométhée l'avait mise en garde contre toute fourberie et autres propositions d'enculage de la part d'Atlas. On pense que jouer au plus con, c'est faire des coups bas qui ont un effet immédiat. En fait, c'est bien plus complexe que ça. Jouer au plus con, c'est comme jouer aux échecs. Quand l'adversaire tend un piège évident, il faut faire comme si on l'avait pas vu pour mieux la lui mettre à l'envers. En l'occurrence, Héraclès accepte de porter le poids du ciel pendant des mois. Après tout, il en est physiquement capable. Il peut le faire, quoi. Il a qu'une demande, cependant, c'est qu'Atlas récupère le ciel 2 petites secondes, juste le temps, en fait, de placer un petit coussinet sur sa nuque pour amortir un petit peu le poids du monde. Atlas accepte, parce qu'il est nul aux échecs, et c'est comme ça qu'Héraclès obtient ses pommes dorées et se barre en faisant un petit coucou au perdant du jeu du plus con. Lorsque Eurysthée reçoit les pommes en main propre, il prend le temps de les admirer avant de les rendre à Héraclès. Celui-ci les offre à Athéna pour la remercier de son aide et de sa bienveillance, mais comme il n'est pas permis que les fruits des rats soient autre part que dans son jardin, Athéna les y ramène afin qu'elles soient de nouveau sous la surveillance des Hespérides. C'est le 11e travail et Eurysthée en a marre de voir son cousin revenir vivant. Héraclès, lui, en a marre de revenir tout court. Il est temps d'imposer l'ultime travail. Non pas le dernier de 12 exploits, mais le dernier tout court. Le roi de Tyrinthe a bien l'intention d'assister aux funérailles du héros. Rien ne procurera meilleur bien-être à son âme que de voir le bûcher funéraire de son cousin, d'avoir le dernier mot, de lui survivre, et là, c'est le déclic. Pourquoi fantasmer sur la mort et l'arrivée aux enfers d'Héraclès? Pourquoi ne pas l'y envoyer de son vivant? Certes, on sait que certains héros y ont fait un tour et sont revenus chez les vivants. Mais pour quelques allers-retours efficaces, combien d'allées simples à travers le Styx? Et si Héraclès s'y retrouvait malencontreusement bloqué, lui aussi? Eh ouais, voilà où l'envoyer. Et quitte à y aller fort, autant s'assurer qu'il en chie un max. C'était facile de ramener une biche. Avec le recul, c'était facile aussi de ramener un sanglier.
Aux enfers, il y a une bestiole sympa, genre 3 fois plus sympa. Cerbère et ses 3 têtes. Le chien de garde des enfers. D'ailleurs, des têtes, il en a plein, selon les auteurs. Sa queue serait celle d'un dragon, ou carrément terminée par une tête de dragon, et son dos serait une plateforme aux os pointus, hérissée de serpents, clairement une bestiole avec qui faire copain-copain. Le regard grave, solennel, Eurysthée annonce à son cousin quelque chose dans les grandes lignes suivantes approximativement. Héraclès, sang de mon sang, divinité parmi les humains, surhomme ultime, ta persistance à t'accrocher à la vie me les brise depuis bientôt 10 ans. Tu n'ignores sûrement pas, vu comment je te fais faire que de la merde, que je peux pas te blairer et que si tu crevais la gueule ouverte comme ta putain de peau de lion qui te sert de cape dégueulasse, je me ferais une grande joie de ne même pas t'enterrer. Voici ta dernière tâche avant d'être libéré, avant la purification, avant de reprendre une routine paisible et tout le soin qui va avec. Maintenant tu vas dans l'accueillant royaume des morts, où j'espère que tu prendras résidence permanente, et tu me ramènes Cerbère, qu'Hadès y consente ou non. Si Héraclès avait pu dire le fond de sa pensée, sûrement aurait-on trace écrite d'une répartie cinglante comme « Par ma foi, me prendriez-vous pour un benêt à beffroi, vous qui semble roi-t-il, est en train de vous rire de ma pomme et de son trognon, vil maraud !» Ce qu'on traduirait en français contemporain par un simple mais néanmoins efficace « Ta gueule ! Ferme ta gueule !» Cela dit, Héraclès a-t-il le choix ? Il est si près du but. C'est son 12e travail. Probablement le plus long, parce que trouver une façon de traîner Cerbère hors des enfers, c'est une chose, et pas des moindres, mais déjà trouver l'entrée des enfers, c'est tout un bazar. Pour trouver l'entrée des enfers, il faut être initié au mystère d'Éleusis. Mais pour être initié au mystère d'Éleusis, il faut ne pas être étranger à Éleusis. Alors du coup, Héraclès se fait adopter par un mec appelé Pylios. Mais il peut toujours pas être initié parce qu'en plus d'être souillé du meurtre de sa famille, il est souillé du meurtre des centaures de l'épisode numéro 2. Du coup, un mec appelé Eumolpos le purifie et il peut enfin participer au mystère d'Éleusis. Il découvre enfin qu'il faut se rendre au cap Ténare pour trouver l'entrée du monde souterrain. Interminé, je dirais bien déterminé, mais il est tout seul, Héraclès s'y engage. Sur son passage, chaque âme, chaque ombre s'écarte. Il faut dire qu'il doit y en avoir un sacré paquet pour qui le visage d'Héraclès a justement été la dernière chose qu'ils ont vue avant d'atterrir sous terre. On ne sait pas si Héraclès traverse le Styx, on ne sait pas où il erre exactement pour arriver au palais d'Hadès et Perséphone, mais en tout cas il se balade suffisamment loin pour que les murs de la forteresse infernale finissent par se dresser devant lui. Il passe d'ailleurs devant Thésée et Pirithous, dont les fesses sont solidement collées à 2 chaises de l'oubli, punition pour avoir tenté de piquer la meuf de Hadès. Sa force démesurée lui permet d'arracher Thésée à sa chaise, et quand je dis arracher, c'est littéral. La peau du derche de Thésée reste gluée à la chaise. C'est justement de cette anecdote que les Grecs diront plus tard que tous les Athéniens ont les fesses plates, ha ha. Pour ce qui est de Pirithous, Héraclès ne pourra pas le tirer de sa situation. Dès qu'il tente de le relever, le sol se met à trembler avec une violence annonciatrice de conséquences incontrôlables. C'est à regret qu'Héraclès et Thésée se résignent à laisser Pirithous derrière eux. Héraclès ne perd pas de vue le but de sa visite infernale et pénètre dans le palais d'Hadès et Perséphone. Il tombe sur le troupeau du roi des enfers et sacrifie l'une des vaches en honneur aux morts et aux âmes qui errent dans le monde souterrain. C'est sympa comme geste. Mais le jardinier de Hadès s'y oppose et engage le combat. Bien évidemment, il n'a aucune chance et il aurait succombé si Perséphone, reine des enfers, n'était pas intervenue. Elle accueille Héraclès avec bienveillance, comme un membre de sa famille, parce qu'après tout, ils sont demi-frères et sœurs. Le héros obtient ainsi audience auprès du dieu des morts, le roi des enfers, souverain juste, intransigeant et désespérément romantique.
attendri par l'accueil chaleureux que sa femme réserve à Héraclès, il écoute la requête de ce dernier. Puis, ayant entendu la requête, et avec hésitation, il accepte de laisser Cerbère quitter son poste de gardien à une condition. Cerbère n'ira pas jusqu'à Eurysthée de son plein gré et Héraclès n'a pas le droit d'utiliser d'armes pour le soumettre. Héraclès répond que ça roule ma poule, il sait déjà comment il va faire. S'il peut pas utiliser sa technique fétiche du bourrinage, il va utiliser sa deuxième technique fétiche, la suffocation. D'un pas où la réticence n'a pas sa place, il déboule près des portes de l'Achéron. Cerbère n'est pas content de le voir parce qu'un humain vivant chez les morts, c'est une preuve que ce n'est pas un bon chien-chien qui ne fait pas bien son bon travail. Du coup, l'écume aux lèvres, les muscles saillants, il s'apprête à corriger le tir et dissocier Héraclès de son enveloppe charnelle. Mais Héraclès, il en a marre. Il en a marre des poussées d'adrénaline, du danger omniprésent, des monstres à ne plus savoir comment les décrire, des galères. En plus, il a sa peau de lion invulnérable, alors vraiment, il s'en fout. Il laisse Cerbère se jeter sur lui, puis il lui grimpe sur le dos, il serre ses 3 têtes simultanément, et il attend que l'abominable clébard tombe dans les pommes. Épique. Puis, plusieurs fois ne sont toujours pas coutumes, il jette délicatement le monstre en l'air, juste au-dessus de ses épaules, façon éternelle sac à patates. Retour à Tirynthe, on ne sait pas si Eurysthée est principalement enragé devant son cousin ou terrifié face à Cerbère. De toute façon, lui aussi il en peut plus de se sentir diminué devant les exploits de son cousin, il en a marre, allez c'est bon, 12e travail validé, Héraclès est désormais libre. Fini l'esclavage humiliant, fini les corvées interminables. Il ramène Cerbère aux enfers, comme convenu avec Hadès, et prend une grande inspiration, les mains sur les hanches, le regard tourné vers le ciel dégagé. Fini les travaux. Notons bien que je vous ai narré les 12 travaux tels que présentés par Pseudo-Apollodore. Concrètement, il y a des petites différences. Genre chez Euripide, au lieu de tuer ses enfants et de devoir être purifié par les travaux, c'est après ces travaux qu'il tue Mégara et ses enfants. Oui, je vous entends, pourquoi est-ce qu'il devait faire ces travaux s'il n'avait pas encore tué sa famille? Je sais pas. Apparemment, c'était dans l'unique but d'obtenir l'immortalité. Et c'est là que Héra, supportant mal la gloire d'Héraclès, l'aurait poussé au meurtre, simplement pour lui pourrir la vie. Toujours selon Euripide, lorsqu'il reprend ses esprits après avoir tué toute sa famille, il est affligé par ce qu'il a accompli sous la folie et contemple l'idée de mettre fin à ses jours. En fait, toutes ces difficultés, tous ces travaux, tout ça pour obtenir l'immortalité et puis au final être la marionnette d'Héra et tuer sa famille de ses propres mains, et là il devient complètement suicidaire. Et est-ce qu'on peut vraiment le blâmer? Mais heureusement pour lui, Thésée arrive à la rescousse, empli de gratitude envers ce héros qu'il a tiré d'affaire aux enfers, donc il le prend sous son aile et il est là genre mec, t'inquiète, moi je suis là pour toi et tout, et Héraclès il dit non, laisse-moi, je vais te souiller et tout, et Thésée il fait non, t'inquiète frérot, viens, et Héraclès il fait ok, bon je m'exile de Thèbes, j'ai plus ma place ici, je vais aller jusqu'à Athènes avec toi, et Thésée il fait yeah, et du coup selon certains auteurs, Héraclès aidera aussi à obtenir les faveurs d'Antiope à Thésée, ce qui fait que du coup après Antiope deviendra l'épouse de Thésée. Bref, je vous ai un petit peu fait ça à la va-vite, parce que ça fait déjà beaucoup trop de temps que je suis en train d'y yapper là dans mon micro. Donc je vais trouver une conclusion rapide. Du coup ça y est, Héraclès en a enfin fini avec ses 12 corvées. Il est purifié, il peut enfin retrouver une vie normale. Peut-être une deuxième femme, peut-être une deuxième famille. Sauf que bien sûr que non, s'il y a un mec qui illustre bien la phrase « quand il y en a plus, il y en a encore », c'est ce mec. Mais ça sera pour la prochaine fois. En attendant, d'ici là, si vous avez aimé cet épisode de Mythologie grecque décomplexée, si vous ne vous êtes pas endormi 4 fois au cours de ce récit, n'hésitez pas à vous abonner à Mythologie grecque décomplexée sur toutes les plateformes de streaming existantes. Vous pouvez écouter les épisodes précédents et les épisodes à venir en procédant ainsi. Un grand merci à vous qui me suivez depuis 2022 et un énorme merci à vous qui avez eu la patience d'attendre la sortie de cet épisode.
Je remercie également les tipeurs qui continuent de me soutenir financièrement épisode après épisode. Vous n'avez pas idée de à quel point ça compte pour moi. Je vous suis vraiment reconnaissante. Et enfin, un grand merci à Milky qui m'a fait l'image pour cet épisode-là et à Cled qui me permet d'utiliser la musique d'outro. Je vais pas passer beaucoup plus de temps à vous parler, il faut vraiment que je m'arrête maintenant, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Merci à tous pour plein de raisons. Prenez soin de vous, c'est le plus important. C'était Margot pour vous divertir. Ciao.